Merci Jean-Christophe pour cette très belle allocution et ces ouvertures et ces inquiétudes. Voilà, donc une année riche, une extension du réseau qui continue, avec des inégalités, que Jean-Christophe Chauvelini rappelait à l'instant. L'objectif étant que toute la France soit couverte, comme les deux régions, la structuration portée par les ARS, c'est déjà mise en place. Vous voyez, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, vous avez une densité qui permet de répondre aux besoins de la population. La Bourgogne-Franche-Comté est dans le mouvement depuis plusieurs années. Madame Puglierini le rappelait, ça fait 3 ans qu'on y travaille tous ensemble, enfin que vous y travaillez et qu'on essaye de contribuer comme on peut. Et là, je pense que les choses vont se structurer vraiment dans les prochains mois, d'après ce que vous avez annoncé. On peut penser qu'il y aura une belle structuration sur cette région. Et j'espère que les autres régions de France suivront et que ça se fera dans les prochains mois, avec les financements qui ont déjà été donnés et ceux qui vont être donnés dès cette année. Donc effectivement, vous avez rappelé l'instruction avec la note de cadrage qui est très claire, qui peut rappeler aux équipes ce qu'est la réhabilitation psychosociale, avec son évaluation multidisciplinaire, à quoi elle sert, et ses outils de soins. Ça a le mérite d'être extrêmement lisible et de dire ce qui est attendu sur le terrain. S'il y a quelque chose à lire, c'est l'instruction. Il suffit de cliquer sur le lien et de regarder la note de cadrage qui vous définit extrêmement précisément ce que doit être la réhabilitation psychosociale en France. Et puis, si vous voulez aller plus loin, avoir des guides précis, des fiches métiers en particulier, référez-vous au guide de la NAP qui est paru en mars dernier. Donc une année extrêmement riche, avec un réseau auquel nombre d'entre vous participent, un réseau qui produit 3 types de choses, avant tout des soins, puisque le but c'est de donner un bénéfice à la population, avec plus de chances de pouvoir s'insérer, de pouvoir se rétablir, je vais revenir dessus, mais aussi production de recherche et d'enseignement. Madame Puglierini a attiré notre attention sur la nécessité d'enseigner. On va y revenir, c'est effectivement extrêmement important. Je pense qu'on est à un point critique maintenant par rapport à ça, et je crois qu'il faut développer de nouvelles actions d'enseignement. Il faudra en particulier pas du tout se focaliser sur les outils, c'est souvent ce qu'on voit, les équipes se précipitent sur les outils de la réhabilitation psychosociale. Je crois qu'il faut qu'on forme maintenant largement au principe de l'approche orientée rétablissement, et cette formation ne doit pas s'arrêter aux équipes de réhabilitation psychosociale, mais doit toucher toutes les équipes de santé mentale en France. Et nous nous sommes dotés en 2019 des moyens de le faire, je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors tout d'abord, disons quelques mots des soins. On a pu caractériser, grâce à Réabase, la population accompagnée par les centres de réhabilitation psychosociale. Donc vous pouvez vous attendre à voir la même chose ici à Dijon et à Besançon. Et on sait qu'on suit un petit peu moins de 50% de personnes avec schizophrénie, de plus en plus de personnes avec troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Dans nos cahiers des charges, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, nous avons effectivement les personnes avec TSA sans DI qui peuvent venir consulter les centres référents, et dans certains centres, ça va atteindre 20 à 30% de la population. En moyenne, c'est 13%. Et puis des personnes avec bipolarité ou d'autres troubles thymiques sévères. Et là, vous voyez les demandes de ces personnes. Donc on a beaucoup travaillé sur la satisfaction et les besoins des personnes. Et bien les personnes, avant tout, demandent à pouvoir finir leur formation, revenir à une formation et travailler. Ça, c'est la première demande de la population sur la France. Ensuite, avoir des fonctions cognitives qui fonctionnent mieux, pour pouvoir effectivement se débrouiller. Donc ça, c'est la restauration du pouvoir de décider et d'agir, et la remédiation cognitive, évidemment, est le principal outil pour pouvoir aider dans ce sens-là. Ensuite, avoir une meilleure gestion des symptômes. Évidemment, on va s'appuyer sur la psychoéducation, l'éducation thérapeutique. Et après, améliorer les relations interpersonnelles. Ça, ce sont les 4 demandes principales de la population qui ressortent pour plus de la moitié des personnes concernées. Le reste qui s'affiche en dessous, c'est pour moins de la moitié. Donc il faut garder en tête les priorités des personnes, c'est ce qu'elles nous disent. Et là, vous voyez la diversité également de la population qui vient dans un centre de réhabilitation psychosociale. À gauche, ce sont les stades du rétablissement des personnes qui viennent consulter. Et vous voyez qu'une bonne partie n'est pas consciente des troubles, est encore au stade moratoire. C'est plus d'une personne sur 5. Donc il faut aussi avoir des outils pour accueillir ces personnes et pouvoir les accompagner à s'engager dans les soins. Parce que si on les prend comme des personnes déjà rétablies ou presque rétablies, évidemment, on ne sera pas efficace. Et puis vous avez des personnes qui sont dans tous les stades du rétablissement, y compris un tiers qui est censé être bien rétabli, vous voyez, le stade de croissance. En théorie, si je me réfère par exemple au livre de Jérôme Favreau, Se rétablir de la schizophrénie, vous avez un tableau à un endroit donné qui vous dit les soins à proposer en fonction des stades du rétablissement. Stade moratoire, stade de conscience, préparation, reconstruction, il y a des indications pour vous aider à mettre en place des soins appropriés. Et dans la case stade croissance, il y a un petit trait. En théorie, les gens se passent de soins, maintenant ils sont rétablis, ils vont pouvoir se débrouiller tout seuls. Donc on a comparé ça aux demandes de la population, puisqu'on a fait les échelles de satisfaction, on les a fait passer à tout le monde, et on voit
que en fait, les demandes d'accompagnement et de soins augmentent au stade de croissance. On croit que les gens n'ont plus besoin de rien, or peut-être qu'ils prennent conscience de certaines choses. En tout cas, dans tous les domaines, la demande de soins augmente. Là, vous avez les demandes de soins et l'insatisfaction en fonction des stades du rétablissement pour les 9 secteurs de la vie quotidienne considérés. En haut, c'est l'insertion professionnelle, gestion des symptômes, fonctionnement cognitif, relations interpersonnelles, si je prends les 4 premiers. Et vous voyez qu'au fil du rétablissement, les besoins, les demandes de soins diminuent et réaugmentent au stade de croissance. Donc ça peut aussi nous inciter à adapter notre offre de soins. Donc comment faire ça? Comment répondre aux besoins de la population? Si on se contente de soigner les personnes, de recueillir les besoins, la satisfaction, de construire les plans de rétablissement dans les centres de réhabilitation psychosociale, nous ne couvrirons qu'une petite partie du besoin. Je pense que maintenant, on en est au stade où il faut pouvoir partager avec les secteurs de psychiatrie générale. Donc à gauche, c'est le modèle actuel. Vous avez les soins de secteur, les soins de réhabilitation psychosociale qui sont proposés, c'est l'objet de l'instruction des GOS et de la note de cadrage dans les structures de réhabilitation psychosociale. Mais évidemment, si on regarde les files actives, par exemple au Vinatier, le centre référent qui prend 850 personnes par an, ne peut couvrir que 5% du besoin. Donc pour aller plus loin, il va falloir transmettre une partie de nos actions au secteur de psychiatrie générale. Et là, c'est une proposition. Je pense que les évaluations psychosociales, tout ce qui est échelle de qualité de vie, de bien-être, etc., le recueil des besoins et de la satisfaction, les actions de psychoéducation, tout ça doit se faire sur tous les secteurs. Donc il faut avoir une réflexion pour ne garder que ce qui est le plus spécialisé sur les centres de réhabilitation psychosociale et transmettre le reste au secteur avec une articulation qui est évidemment à définir précisément. Alors ça, c'était l'aspect clinique. On a dit qu'également le réseau produisait de la recherche. Moi, j'ai fait un petit PubMed avant de venir, là, cette semaine. Une partie des articles qui ont été produits par notre équipe cette année, depuis un petit peu moins d'1 an. Je mets l'accent sur celui-ci. Ça, c'est un travail d'une pharmacienne, d'une interne en pharmacie, qui est devenue pharmacienne entre-temps, qui a montré que les avis thérapeutiques pour les prescriptions psychopharmacologiques étaient utiles aux patients et bien pris, bien acceptés par nos collègues. Donc elle a sorti 600 dossiers sur Cortex, notre logiciel patient au Vinatier. Elle a regardé ceux qui avaient fait l'objet d'un avis thérapeutique et l'impact de cet avis thérapeutique. Donc ça fait partie des missions également des centres de réhabilitation psychosociale d'optimiser la prescription psychopharmacologique, ne serait-ce pour ne pas faire des évaluations cognitives à des personnes qui ont des effets iatrogènes dans ce domaine. Donc les personnes voient systématiquement un médecin en première ligne, aussi pour faire le point sur la prescription psychopharmacologique, qui n'est pas adéquate dans 15 à 20% des cas. Donc cet avis est extrêmement important. Et encore une fois, on ne prescrit pas à la place, évidemment, de la personne qui est sur la continuité médicale. On donne un avis par rapport à la pertinence d'une évaluation, ce qui fait que dans ce contexte-là, ces avis-là sont toujours bien reçus. Et donc, bénéfice pour la population dans presque tous les cas. Donc ça, c'est également quelque chose d'intéressant qui permet d'améliorer la qualité des prescriptions en France. Un autre travail a été fait aussi sur les patients sous clozapine par l'équipe de Bordeaux dans Réabase, avec des indications précises, et en tout cas le besoin, en particulier le besoin de remédiation cognitive qui ressort dans cette sous-population. Et puis le défaut de prescription en France qu'on connaît déjà depuis longtemps, qui est confirmé par Réabase. Une autre instruction, un autre apport très instructif de Réabase, c'est le manque d'accès des jeunes patients, d'où la thématique de cette journée. Là, vous avez le tableau qui définit la population. Actuellement, on a à peu près 3000 personnes dans la base. Quand on a fait cette extraction il y a 1 an et demi, on avait 1397 personnes. Et on a regardé ceux qui avaient moins d'1 an ou de 2 ans de maladie. Moins d'1 an de maladie, 3%. Entre 1 an et 2 ans, 5%, ça fait 8% au total. 6 mois plus tard, on aura fait une extraction, ça avait baissé à 5%. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de faire ce qui est fait à Dijon, c'est-à-dire de lier les actions pour les jeunes patients avec la réhabilitation psychosociale, qui est très importante pour eux, pour leur permettre de définir leurs besoins, de travailler en fonction du projet. C'est quelque chose qui est bien mieux accepté par un jeune que de travailler de manière frontale sur ses symptômes. Parce que là, ils savent qu'ils sont en panne, ils savent qu'ils restent chez eux, qu'ils ne sont pas capables de s'investir dans un projet, d'aller à Pôle emploi, de suivre les cours, etc., etc. C'est un bon angle d'entrée, mais pour ça, il faut qu'ils accèdent à ces structures de soins. Donc il y a vraiment quelque chose à faire de spécifique pour ces jeunes patients, déjà du case management en amont, et puis ensuite, dans notre manière de les accueillir, je pense qu'il faut développer des compétences relationnelles et des aides très spécifiques. Autre action de recherche qui me paraît extrêmement importante, portée par une paire aidante, Camille Niard, dont vous avez la photo ici, c'est l'Observatoire du rétablissement. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut aider les équipes à aller vers une approche orientée rétablissement. C'est une auto-évaluation et une hétéro-évaluation des pratiques. L'hétéro-évaluation étant faite par les usagers
d'une structure, un service, un CMP, un CTTP, un service d'hospitalisation. Après, il y a une restitution à l'équipe, et puis ça permet de dégager des pistes d'amélioration, en particulier, éventuellement, c'est ce qu'on voit souvent, aller vers des formations à l'approche orientée rétablissement, à la réhabilitation psychosociale. Ça, c'est un dispositif qui a été financé par la Fondation de France, et 20 structures en France font l'objet, en 2019-2020, de cet observatoire du rétablissement qu'on aimerait généraliser, évidemment, en s'appuyant sur d'autres équipes. Et maintenant, la partie formation. Alors, très important, effectivement, former des professionnels spécialistes d'un domaine, d'une technique de soins, avec en particulier le DU remédiation cognitive, je viendrai après, le DU psychoéducation, le nouveau DU père aidance. Je pense que ça va permettre de renforcer les équipes. C'est aussi très crucial pour diffuser les approches orientées rétablissement, d'avoir des pères aidants dans les équipes. Mais là, on est sur des choses, sur des créneaux extrêmement spécialisés. Je pense que l'essentiel, la grande priorité, c'est de former largement les équipes de santé mentale en France à l'approche orientée rétablissement, à la construction du plan de réhabilitation psychosociale, à la manière de travailler en réseau. Et pour ça, on va s'appuyer sur de nouvelles techniques avec de l'e-learning, parce qu'étant donné la quantité de personnes à former, on ne pourra pas faire des actions sur 10 personnes. Il va falloir frapper plus largement. Donc je vais y revenir également juste après. Alors un petit mot déjà du diplôme universitaire remédiation cognitive. Là, je refais un petit point. Depuis 10 ans, nous avons eu 468 inscrits. 380 professionnels, vous voyez les catégories professionnelles, ont obtenu le diplôme. Donc une partie des personnes ne l'ont pas eu parce qu'elles n'ont pas terminé ou elles n'ont pas eu le niveau. En termes en particulier de connaissance des processus cognitifs, c'est un diplôme spécialisé. Ce n'est pas un diplôme approche orientée rétablissement, ce n'est pas un diplôme réhabilitation psychosociale. Pour le réussir, il faut comprendre quel est l'enjeu, quels sont les enjeux autour de la cognition, quel est l'impact, effectivement, de l'action sur la cognition, très spécifique, mais aussi plus large sur le transfert des capacités au quotidien et la réussite des projets. Mais il faut s'intéresser, en tout cas, au processus cognitif. Donc, ça ne concerne qu'une partie d'entre vous. Ça n'est pas un diplôme général. Pour avoir un diplôme général, il faut aller vers les autres, et en particulier les initiations, les sensibilisations, les formations continues de 3 jours, etc., etc. Mais il est extrêmement important parce que vous avez vu l'aspect très central de la cognition en termes de pouvoir de décision et d'action. Donc bien entendu, dans chaque équipe de réhabilitation psychosociale, il faut qu'il y ait quelques thérapeutes en remédiation cognitive. Mais ce sont ceux qui vont pouvoir s'immerger complètement et avoir les acquis nécessaires pour pratiquer. Plus largement, c'est vraiment l'initiation qu'il faut diffuser maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qui va être testé. Ça a été réalisé de manière nationale avec des supports qui sont en ligne sur le site du Centre Ressources. On pourra vous dire précisément où. Donc ces supports existent déjà. Ils vont être associés à des reprises en pédagogie active en classe inversée. Et le premier essai aura lieu le 8 novembre. Donc les équipes, les 100 inscrits qui vont participer à cette journée doivent voir une sélection des vidéos, doivent se les approprier, faire un petit résumé en notant au minimum les 5 idées clés, parce que ce sont eux qui vont les présenter le 8 novembre. Il n'y aura pas de cours, ça ne va pas être une pédagogie descendante, ça va être ascendant. Ce sont eux qui, peut-être certains d'entre vous, donc c'est pour ça que je vous préviens, qui vont présenter des vidéos, qui vont faire le cours sur l'estrade aux autres. Et puis ensuite, on va reprendre tout ça, approfondir les concepts, et puis